Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Alors aujourd'hui, j'ai devant moi quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, et pas seulement pour sa réussite dans son métier, notion subjective d'ailleurs, on pourra y revenir. Non, le chef que j'ai devant moi m'impressionne aussi parce que il dégage, et je me trompe peut-être, mais une certaine douceur, une certaine rondeur, une bienveillance, qualités, je trouve, qui ne sont pas souvent associées à l'idée qu'on peut se faire d'un chef cuisinier. Là encore, je suis dans les a priori. Et pourtant, il en aura probablement fallu du caractère pour se hisser au rang des chefs étoilés. Mais avant d'en dire trop, Michel Saran, est-ce que vous pouvez vous présenter ? D'abord, est-ce que je dis monsieur ? Est-ce que je dis Michel ? Non, est-ce que je dis chef ? Michel Saran, c'est bien, oui. Ok. Michel, voilà. Alors, qui êtes-vous, Michel ? Qui je suis ? Je suis un homme mûr maintenant. Voilà, j'ai 63, bientôt 64 ans. Je suis gersois, fils de paysan. Oui. Et d'une maman aubergiste, on va dire, qui est devenue aubergiste un peu tardivement. Mais... Et voilà, j'ai suivi un parcours scolaire assez classique, avec des études de médecine à Toulouse. Et puis voilà où ça mène. Un jour, j'ai eu envie de faire autre chose. Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu lié à cette notion d'argent dont on va parler, parce que quand on est jeune adulte, médecine, vous avez bien compris que ça n'a pas duré longtemps, 2 fois la première année, du tourisme étudiant, et la médecine m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je fasse autre chose. Je me dis, quoi faire ? Parce que quand on est jeune adulte, il faut une profession pour fonder une famille, pour pouvoir assumer financièrement cette famille, tout ça. Donc j'avais pas... il me manquait quelque chose, c'était le métier. Et c'est comme ça que je suis allé vers la cuisine. Ma maman ayant ouvert une ferme auberge, j'ai commencé avec elle. Et je me suis dit, au propre et au figuré, ça va nourrir une famille. Ouais. Voilà. Alors, quand vous dites parcours classique, déjà, je me permets de vous arrêter. Vous êtes chef et vous dites, j'ai fait un parcours assez classique, j'ai commencé par des études de médecine. Normalement, c'est pas la suite logique. On est d'accord. Bon, je sais pas, mais c'est vrai que finalement, je me posais beaucoup de questions, et ça, je crois, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, il y a plein de notions qui rentrent en jeu. Cette notion de réussite, quelque part, qu'elle soit sociale, économique ou autre, et aussi de confort de vie, de plaisir à faire quelque chose. Donc, et c'est rare, moi j'appréhendais pas le côté plaisir, parce que j'étais loin d'imaginer ce que me réserverait ce métier. Ok. Et alors, si on remonte le temps, si on prend les choses dès le départ, la notion d'argent, elle est liée évidemment à l'éducation qu'on reçoit. Donc vous dites, je suis originaire du Gers, donc j'ai grandi là-bas. Quelle éducation financière vous ont donné vos parents ? S'il y en avait une, en tout cas, quelle notion ils mettaient derrière l'argent ? On ne parlait pas beaucoup d'argent. Ouais. Il y avait beaucoup de pudeur par rapport à ça. Le milieu paysan, par définition, ne parle pas beaucoup de son argent. Ce qui est plus important pour lui, c'est la nature qui l'entoure, ce qu'elle va lui donner, la météo qui va l'accompagner. Ça, c'est bien sûr pour, au final, réussir ses cultures, etc., et donc faire vivre la famille. Mais on parle difficilement, enfin en tout cas, dans ma famille, on ne parlait pas ouvertement de l'argent. Ma mère, différemment,
parce qu'elle n'était pas fille de paysan, et elle avait un rapport à l'argent qui était différent. Parce que pour elle, cet argent, c'était aussi le fait de pouvoir avoir de l'argent de façon indépendante, seule, c'était s'affranchir un peu de la famille de mon père. Okay. Et donc cette indépendance, cette soif d'indépendance, c'était une féministe avant l'heure, et c'était une femme assez incroyable, et donc elle avait besoin de ça, elle avait besoin de gagner son argent. Mais dans le milieu agricole, et je trouve que c'est resté, donc il y a certains paysans, au sens noble du terme, qui ont de l'ambition. Mon père n'était pas de cela, il n'avait pas envie d'agrandir, enfin il avait agrandi un peu la propriété, on n'était pas malheureux, on ne manquait pas de grand-chose. Mais je n'ai pas eu cette notion d'argent, elle ne m'a pas accompagné dans ma jeunesse. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Est-ce qu'ils ont la même notion de l'argent que vous ? Est-ce qu'ils l'appréhendent différemment ou comme vous ? J'ai deux frères et avec des parcours très différents, dont un qui a fait 68, moi je suis le dernier, mais un qui avait fait 68, un peu révolutionnaire, qui était lui en école ingénieur chimie, qui a tout planté, qui est rentré à la maison dans le Gers. Mon père a travaillé dans les vignes, il dit papa j'arrête tout, je veux pas polluer la planète. Bon, choc, et il s'est mis à faire de l'ébénisterie. Cette notion de... Vous voyez, je suis toujours avec mes mains, parce que toucher, on parle de toucher la terre, mais c'est toucher la matière. Et en cuisine, on touche souvent. Et lui, il avait besoin aussi de quelque chose de concret. Et mon autre frère, lui, a repris l'exploitation agricole de mon père. Donc il y avait toujours ce besoin de travail manuel, finalement, qui est, où c'est palpable, où c'est... Pourtant, il y avait... notamment mon frère qui avait fait maths sup, maths spé, qui avait fait des études plutôt brillantes, mais laisser tomber tout ça pour arriver à des choses très concrètes. Et ça, vos parents l'ont pris comment ? Ils l'ont pas très bien ? C'est un peu violent, quoi. C'est un peu violent. Après, bon, voilà, c'est pour ça que moi, le dernier, quand je suis arrivé, j'ai dit j'arrête médecine. Bon, c'est bon. Ça s'est pas très bien passé. Moi, ça s'est bien passé pour moi. Tout était fait. Les autres, ils avaient débroussaillé le terrain déjà. Donc, ils s'attendaient pas à ce que je finisse major de médecine. Donc, vous êtes issu d'un milieu rural. Vous venez faire vos études à Toulouse, j'imagine, où nous nous trouvons. Tout à fait. Ok. Et ça se passe pas bien, ou en tout cas, vous n'êtes pas particulièrement passionné, pas suffisamment pour passer en deuxième année. Oui, alors la passion, on en reparlera peut-être, moi c'est une valeur et que je mets de côté. Parce que la passion, pour moi, c'est jamais positif. D'accord. On dit toujours, vous êtes des passionnés, mais la passion, il n'y a qu'à regarder la littérature française, ce sont que des histoires tristes, quoi. La passion, c'est rien de cartésien, c'est rien... Or, le métier que je fais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et transmettre à une équipe qui est autour de soi les bons codes pour faire la même chose du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est pas la passion. Okay. Quand on est amoureux passionnément, ça m'est arrivé une fois, et je veux plus que ça m'arrive jamais, parce qu'on se reconnaît plus, on fait n'importe quoi, c'est complètement irrationnel. Donc cette notion de passion... Pas de passion pour la médecine, ok, et nous non plus pour la cuisine. Non, je bossais pas, c'est tout. En médecine, je pensais que ça allait se faire tout seul, mais non, il faut bosser, c'est tout. Et je suis venu à la cuisine... parce qu'il me fallait un métier. Et que ma mère elle avait fait l'école hôtelière. Ensuite, elle a rencontré l'amour à parler. Elle a rencontré celui qui allait devenir mon père. Et donc, elle l'a suivi dans ce village, ce magnifique village gersois. Qui s'appelle comment ? Pardon ? Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Saint-Martin d'Armagnac, en plein bazar Armagnac, à côté de Nogaro. Et elle l'a accompagnée, mais elle était frustrée, elle adorait ce métier. Et à l'âge de 50 ans, elle a décidé de transformer la ferme familiale en ferme auberge. Ça a été une des premières à faire des fermes auberges. Et voilà, mais toujours parce qu'elle avait cette envie d'être indépendante, cette envie de ne pas être tributaire de son mari et de ses beaux-parents. Ok. C'est quoi votre premier souvenir avec l'argent, si on continue à dérouler, à monter dans les âges ? Ce qui me revient, c'est mon parrain. J'avais un parrain boulanger-pâtissier,
qui était dans les Landes, Yves, et il me donnait toujours de l'argent. Quand j'allais le voir, il me donnait un billet. Et c'est difficile quand on est enfant de savoir ce qu'il y a derrière. Bon, on entend... surtout que je trouve que la perception de l'argent a beaucoup évolué au fil de ces dernières années. Alors, c'est peut-être parce que moi aussi j'ai évolué, forcément j'ai grandi, j'ai pas la même approche. Ouais. Mais il me donnait de l'argent et aussi il me donnait des louis d'or. Il me donnait, chaque fois que j'allais le voir, il me disait tiens, ça c'est pour toi. C'est pas mal. Oui, mais quand on est jeune, c'est quoi? C'est une pièce jaune, quoi. Ouais. Je faisais pas trop la différence entre une pièce de 20 centimes et un louis d'or. On ne sait pas ce que ça représente, j'étais trop jeune pour ça. Et donc vous achetiez des bonbons avec ou des... Non, avec des louis d'or, non. non, je les ai toujours. Okay. En fait, je ne les ai même pas échangés, je les ai toujours parce qu'il y a il y a un souvenir, voilà, il y a un peu d'émotion, ça correspond à une époque que je n'ai pas eu envie de les échanger. Et encore une fois, on reprend la notion de toucher, donc avec ces pièces que vous pouvez palper, vraiment sentir. Oui. Okay. Palper le flouze. Ouais, ou le blé pour le boulanger. Ok. Alors, parcours de ce que j'ai lu, mais on peut se tromper aussi, de ce que j'ai lu, donc, et vous me l'avez confirmé, vous revenez dans le Gers pour aider votre maman, qui a un parcours du coup atypique également, parce qu'à 50 ans, elle change de vie, et c'est pas, même aujourd'hui, c'est compliqué, donc j'imagine quelques années en arrière, c'était encore plus compliqué. Et donc, vous vous mettez à travailler. Qu'est-ce que vous faites au début ? Vous êtes commis de cuisine, vous êtes serveur Non, alors au début, je travaille en salle. Ouais. Alors, bon, si je commence à raconter l'histoire de ma mère, ça va prendre 3 heures. Hein, mais c'est génial. Vous savez, elle, okay. C'était l'aînée d'une famille. Sa maman est décédée, elle était très jeune. Elle avait déjà 3 frères et sœurs. Et c'était une époque où l'avortement pouvait se faire à l'aiguille, avec des aiguilles à tricoter, et sa maman est morte comme ça, puisqu'un 5e enfant arrivait, ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir faire vivre cette famille. Et donc elle s'est retrouvée un peu en étant la maman de la fratrie, et c'est une femme assez extraordinaire. Mais on ne va pas trop en parler parce que d'abord je vais pleurer et ça serait trop long. Mais donc elle a décidé de revenir à son métier qu'elle avait choisi. Elle a transformé, donc elle a ouvert cette ferme auberge et avec beaucoup de succès parce qu'elle cuisinait bien. Et pardon, je vous coupe, que dit votre papa, son mari à l'époque quand elle fait ça ? Il est un peu inquiet. Ouais. Il est un peu inquiet parce qu'il ne reconnaît plus sa maison. Mes grands-parents, pareil, mais c'était un ouragan, ma mère. Pierrette, c'était quelque chose. Donc, elle l'a fait. Et après, mon père était très fier parce que lorsqu'il y avait le préfet qui venait manger, ou les notables de la région, c'était une réussite. Et lui, il était très fier de ça, comme il a été très fier de voir le parcours que j'ai pu faire. Mes parents ne sont plus là maintenant, mais je pense souvent à eux quand même. Et donc, vous commencez à gagner votre vie là, à ce moment-là, finalement, c'est votre première paye ? Non, parce que je travaillais l'été. L'été, je faisais des petits boulots pendant les vacances pour gagner un peu d'oseille, pour me payer. Alors, je pouvais travailler dans la ferme, on pouvait castrer le maïs, pour les maïs... le maïs de semence, je pouvais faire ça. J'ai travaillé aussi, et c'est ce qui m'a donné un petit peu envie de continuer dans ce métier. Je travaillais dans des restaurants comme serveur. Mais cette notion, moi aussi, que m'avait communiqué ma mère, plus que mon père, d'avoir un petit pécule pour pouvoir s'acheter une mobilette, pour pouvoir montrer qu'on était un homme quelque part. Quand on est jeune, c'est un peu ça. Bon, c'était bien. Non, l'été, j'étais vaillant, j'allais bosser, j'ai même travaillé dans des banques. Okay. Parce que mon père avait quelques responsabilités, donc j'avais vu les banquiers prennent des stagiaires souvent l'été, j'ai fait des postes, c'est très saisonnier, j'ai fait ça, donc je fais pas mal de petits boulots et donc ça, c'est vrai, ça remonte. J'ai commencé à travailler, avec mon père, je devais avoir à peine 14 ans. Et est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez fait justement avec cette première paye ? Vous évoquiez une mobilette. Ouais. Je crois que la première chose vraiment importante que je me suis achetée, c'était une mobilette. Je me souviens très bien, l'autre jour, je suis tombé dessus sur le net. J'ai vu, c'était un Gitane Testi bleu. Et j'avais l'impression d'avoir une grosse moto. C'était
C'était chouette, ouais, voilà, c'était... Mais avant, quand même, dès que je gagnais un petit peu d'argent, j'avais mon grand-père qui m'achetait des disques de musique classique. Et j'avais quand même cet intérêt pour la musique. Je voulais être pianiste au début. Quand j'étais jeune, je voulais être pianiste. Ouais. Ok. Et je me souviens un jour, c'était chez Deutsche Grammophon qui faisait quand même, il y avait une bonne qualité de disque et c'était la 5e dirigée par Karajan. Et c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Quand j'ai écouté ça, voilà, ça a une vraie valeur, ça aussi. Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de devenir pianiste ? Vous n'avez pas envie de vous reconvertir ? On ne peut pas tout faire. Non, Ouais. j'ai pas l'âge de me reconvertir. Et puis, c'est un métier qui est très prenant. J'ai pris des cours de piano. Bon, après, j'avais peut-être pas la prof qui pouvait m'amener vers la musique. C'était trop contraignant. Et donc, voilà, j'ai arrêté. J'en ai fait quand même, je sais pas, 6 ans. Puis après, j'ai arrêté. Mais j'adore la musique. Après, j'ai fait de la guitare. Hein. Ouais. Ok. Quand j'étais étudiant, j'ai même fait la Manche à la place Saint-Georges. À Toulouse. Vous gagnez beaucoup d'argent ? Que dalle, on l'a fait qu'une fois. Hein. J'ai fait qu'une fois. On est tous tombés malades. Enfin, parce que j'étais avec mes deux colocataires. Ouais. On a fait les malins, on est tombés malades. Le seul argent qu'on a eu, c'est un clochard qui nous l'a donné. Du coup, pour le remercier, on l'a invité à boire un coup. Donc, on a perdu de l'argent et on était malades. Donc, et donc, vous en avez gagné finalement. Vous avez gagné autre chose que de l'argent. Oui, exactement. Ouais. Ok. Donc, vous revenez à l'auberge travailler. Et puis peu à peu, vous insérez dans une vie qui est plus tournée vers la cuisine, une vie professionnelle. Ouais. Et là, vous allez être formé chez différents chefs et vous commencez à gagner votre vie à ce moment-là ou pas ? Comment alors, ça se passe ? Il y a une notion dont on ne parle pas, mais qui est, parce qu'elle ne s'achète pas, et qui est ô combien importante dans la vie, c'est le culot. Ouais. Ma mère avait un culot hors norme. Ouais. J'ai commencé avec elle, alors d'abord en salle, et puis... Voilà, c'était sympa, mais je sentais que moi aussi, j'avais besoin de toucher des produits et de cuisiner. Donc un jour, elle était dans le jus absolu. Elle me dit, tu veux faire la cuisine ? Alors c'est le moment. Donc je suis allé avec elle. Bon, bref. Et ma mère avait une amie immensément riche, qui est une des personnes qui avait fait Courchevel, qui s'appelle Raymond Fenestras, qui avait plusieurs hôtels, notamment c'est elle qui a construit les Érelles qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est une femme, voilà. Et il se trouve que cette dame, c'est mon père dans sa jeune, enfin quand ils étaient jeunes, ils s'étaient rencontrés sur une plage des Landes. C'est lui qui lui a appris à nager. Et voilà, il y a une amitié qui est née. Elle a fait sa carrière et sa fortune, mais elle était toujours très proche de ma mère. Et un jour, elle l'invite, elle lui prête sa maison à Juan-les-Pins, et ma maman et papa vont manger dans un restaurant dont le chef était Alain Ducasse. Ok, et qui n'était pas connu à l'époque, ou moins. Qui avait 2 étoiles Michelin quand même, qui était très jeune, mais... et le culot de ma mère a fait qu'elle a décidé d'aller le voir à la fin du repas. Mon père n'était pas d'accord, mais elle l'a ramené. Enfin, bref, elle a inventé quelque chose, et elle est arrivée dans le hall de l'hôtel, elle dit, je voudrais parler au chef. Elle dit, oui, qui dois-je annoncer ? Bon, il ne me connaît pas, mais bon, on a déjeuné. Et Alain Ducasse est venu, il lui a dit, écoutez, c'était formidable. Il vous manque qu'une chose, mon fils. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Alain Ducasse. À une époque où c'était très dur de rentrer dans ces maisons étoilées, il y avait des CV qui arrivaient tous les jours. Ouais. Là, c'est plus le cas maintenant, mais c'était une autre époque. Et Alain Ducasse est venu me voir à Paris. Là aussi, elle lui racontait un bobard. Il dit, mais il y a le salon de l'hôtellerie, je vais y aller la semaine, dans 15 jours. Elle dit, mais moi aussi j'y vais. Elle n'y avait jamais été de sa vie. C'était juste pour arriver à me faire rentrer chez lui. Et c'est comme ça que j'ai vraiment mis le pied dans la gastronomie, qui n'était pas notre quotidien. Nous, on n'allait pas manger dans les restaurants étoilés ou de façon très exceptionnelle. D'accord. Donc vous rentrez là-bas et là s'ensuit une période où vous souffrez de rigueur, c'est ça, j'imagine ? Oui, bah, c'est dur. C'est comme comme tous les métiers, plus on essaie de les faire bien, voire très très bien. Et toucher l'élite, et plus c'est dur, on en bave. Que vous soyez danseur étoile, que vous soyez joueur de top 14, que vous soyez maltier chez Vuitton, que vous soyez cuisinier, musicien ou autre, plus vous voulez accéder
La perfection, ça n'existe pas, mais vraiment quelque chose de très élitiste, et plus on en bave. Ça ne se fait pas tout seul. Et il s'en souvient toujours aujourd'hui? Il se souvient toujours de vous? Vous êtes toujours en contact ou... Oui, on est en contact, mais bon, joker là pour le coup. Ok, ça marche. On élude la question. Est-ce que, on continue à défiler la vie, mais est-ce que, donc vous avez reçu une éducation avec vos parents, qui est celle que vous décriviez. Est-ce que vous vous êtes construit à l'inverse de cette éducation, en vous disant, bon, c'est bon, je commence à gagner de l'argent, je flambe, ou en tout cas je fais différemment de mes parents, ou au contraire, est-ce que vous êtes construit dans la continuité, dans votre rapport à l'argent? C'est ni tout l'un ni tout l'autre. J'ai beaucoup de respect pour les valeurs essentielles que m'ont transmis mes parents, des valeurs immatérielles mais fortes et qui sont, je trouve, qui manquent aujourd'hui un petit peu à la société. C'est peut-être un discours de vieux con ça, mais c'est ce que je ressens. Mais après, moi mes parents ils m'ont rien laissé, j'ai pas eu d'héritage, j'ai même eu des dettes, pour être très franc, que j'ai voulu assumer par rapport à mes deux autres frères qui avaient moins que moi, on va dire. Donc c'est moi qui ai voulu assumer ces dettes-là. Donc j'avais pas le cul dans la soie, loin de là. Et dans ma jeunesse, j'ai pas voyagé, on partait pas comme on part maintenant. Non, il y a des millions de personnes qui ne partent pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, mes vacances, elles étaient très... je travaillais ou on allait de temps en temps sur une plage, sur la côte atlantique, parce que c'était pas très loin, mais c'était tout. J'ai pas de souvenir de voyage avec mes parents. Et la chose la plus importante dans la vie, dans ce qu'on peut faire, ce sont les enfants. Ok. Et quand mes deux filles sont nées, j'ai eu envie d'une chose, c'est qu'elles puissent avoir le choix. Déjà, leur montrer des choses qui, à moi, me plaisaient, des choses qui m'ont... Alors, c'est peut-être à tort, je me suis dit, mais moi, j'ai pas voyagé, je veux qu'elles voyagent. On a fait des voyages... Certains, elles les subissaient. Quand vous amenez deux petites gamines en Inde, ça va, quoi. Qu'est-ce que tu nous amènes ? Mais je pense que ces images... Elles les ont toujours quelque part, parce que quand vous êtes devant le Taj Mahal, quand vous êtes devant ces merveilles du monde, c'est gravé quelque part. Ouais, et je voulais leur apporter aussi un certain confort de vie que je n'ai pas souffert de ne pas les avoir eus, mais je me suis dit, puisque moi, il y a un petit peu de réussite quelque part, c'est pour elles. Et tout ce que je construis, j'essaie de le construire pour elles, pour leur transmettre quelque chose, leur transmettre des valeurs et aussi des biens. Après, je fais des choses pour moi aussi quand même. Mais... Ouais. Donc, si je comprends, vous êtes pas parti dans un ego trip où vous dépensez sans compter. En revanche, vous avez voulu offrir ce que vous n'avez pas forcément eu, tout simplement. Et oui. Ouvrir une ouverture d'esprit. Oui, parce que j'ai en moi quand même ce côté paysan gersois. Ouais. Je ne dépense pas plus que je n'ai. Oui. Je suis très prudent par rapport à ça. Trop peut-être. Chiffre d'affaires et bénéfices. Voilà. Mais trop peut-être parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de vivre au-dessus de leurs moyens et de bien vivre. Ouais. Et bon, finalement, ça se passe aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que cette notion d'argent, on a tous une approche différente. Mais moi, je sais que je suis très prudent. Mais dès que je peux faire, je le fais avec une arrière-pensée. Et même si c'est très compliqué aujourd'hui, oui. Vous le savez plus que moi, ces transmissions, voilà, okay. c'est difficile. Mais c'est pour moi, la vraie vie, le vrai but aujourd'hui de ma vie, c'est ça. Ok. Bon, on va en parler de la transmission, justement. C'est une notion importante. Question importante, si on continue aussi. Donc, vous gagnez suffisamment votre vie par la suite, ou en tout cas, vous faites suffisamment vos preuves pour ouvrir votre restaurant ici, à Toulouse. C'est votre premier restaurant, et dans lequel on se trouve. Et comment ça se passe à ce moment-là ? Non, mais pas du tout, j'avais pas d'argent. Ouais. C'est pour ça que la notion d'argent, elle veut tout dire et rien dire. Quelquefois, les relations, les amis que l'on peut avoir vont être aussi importants que la somme d'argent que vous avez sur un compte en banque. Ouais. Quand j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant,
j'avais 100 000 francs, donc 15 000 euros. Ouais. Vous ouvrez quoi avec 15 000 euros? Et je peux vous dire que j'ai été voir des banquiers qui m'ont tous, pratiquement, à part une, mais ils m'ont tous renvoyé dans mes pénates en étant irrespectueux. Ouais. Parce que j'avais déjà eu une étoile Michelin quand même à Porquerolles, au mois du Langoustier. J'avais un peu d'expérience, j'avais travaillé dans des belles maisons, chez Ducasse, chez Guérard, chez Lorrain. Mais à leurs yeux, il y en a un qui m'a carrément dit « Bon, quand vous aurez un projet sérieux, revenez nous voir. » Ok. Là, vous avez envie de lui mettre la tête dans son coffre-fort et de claquer fort la porte. Mais bon, c'est dur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais je croyais en moi. Ça, c'est une valeur aussi qui est hyper importante. Il faut toujours croire en soi. Ça, on est tous capables de faire des choses incroyables. Et donc là, j'ai fait le tour des amis, de la famille. J'ai réussi à récupérer un petit pactole. Et là, je suis revenu et il y a une banquière qui m'a dit « Moi, je crois en vous. » Et voilà, et puis ça s'est fait. Et j'empruntais pas, je voulais pas emprunter des sommes folles parce que, encore, dans notre métier, on a vu des projets pharaoniques et certains qui se sont grillés les ailes avant de commencer parce qu'ils avaient trop investi. Bon, moi, j'ai été quand même prudent, mais j'ai investi l'équivalent de 300 000, 350 000 euros. Ouais. C'était en francs aussi, hein, c'était il y a 30 ans. Hein. C'était une somme énorme, finalement. Oui, quand même, une petite somme, mais bon, moi, j'avais des collègues qui investissaient 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Je dis, putain, mais comment ils font, quoi? Enfin, c'est des sommes stratosphériques pour moi. Et alors, ça, c'était dans les années 90 95. C'est ça. Il y avait moins peut-être que je vais employer un terme inapproprié, mais de starification des chefs. Il y avait peut-être moins d'argent. Aujourd'hui, est-ce que ça se passerait comme ça? Est-ce qu'un chef qui aurait obtenu 1 ou 2 étoiles, qui irait voir un banquier en lui disant j'ai un projet, est-ce qu'il aurait les mêmes fermetures de portes ou au contraire? Pareil, parce que le milieu des professionnels de l'argent, ils n'ont aucun pragmatisme. Ouais. Ils ont juste une machine à calculer et des règles qu'on leur donne. Ils ne savent pas percevoir, ils n'ont pas ou très peu, c'est méchant d'être aussi radical, mais peu ont cette capacité à analyser la personne qu'ils ont en face d'eux, ouais. À reconnaître une valeur. Parce que la seule valeur qu'ils connaissent, eux, c'est celle des euros. Mais voilà, ce ne sont pas des euros, par contre. Ils n'ont pas cette capacité à aller plus loin, à accompagner une personne, enfin pour l'immense majorité. Donc l'accueil est le même, mais je le vois auprès de jeunes collègues qui veulent investir, c'est exactement pareil. Et vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer d'y aller ou au contraire c'est un métier qui est devenu dur, qui est devenu ultra concurrentiel ou trop médiatisé? Mais c'est toujours dur. Alors là vous parlez de plusieurs choses. Là il y a la médiatisation d'une part. Ça c'est un faux problème. La médiatisation c'est pas un vrai métier. Ouais, on est d'accord. Moi, je me suis retrouvé à faire de la télé, mais c'était pas un souhait que j'avais. Hein. On est venu me chercher. Ça a changé ma vie. J'imaginais pas 2 secondes que ça allait changer ma vie à ce point. Mais voilà, moi, mon vrai métier, c'est d'être cuisinier. Et à un jeune, je dirais oui. Si tu crois en toi, si tu as envie de le faire, vas-y, fonce. Tu mets toute l'énergie que tu as et il va t'en falloir. Ouais. Sois prêt à en baver. Mais si ton projet est juste, tu gagneras. Parce qu'il y aura toujours... Je crois qu'on est dans une société où l'homme n'a plus confiance en lui. Et c'est dommage parce que c'est le seul qui est capable de nous sortir de la merde dans laquelle d'autres hommes nous ont mis. Donc je crois beaucoup, moi, cette valeur et cette force que certains individus ont. Et donc, il faut toujours croire en soi. Si on parle et on revient à des sujets plus concrets, c'est quoi votre dépense plaisir, celle qui vaut le coup, avouable? Je ne me fais pas beaucoup de cadeaux. Oui. J'aime en faire, je pense que je suis plutôt assez généreux, il me semble, enfin bon... Là,
les auditeurs ne le savent pas, mais il y a votre fille Oui, à côté de nous et vous la regardez pour valider. Enfin, voilà, je pense que j'essaie, en tout cas j'essaie. Et moi, je me fais pas beaucoup de cadeaux. Par contre, quand je me fais des cadeaux, ça y va. Ouais. Ok. Voilà. J'ai une passion. Non, c'est pas une passion, mais j'ai quelque chose que j'ai découvert tardivement. Oui. C'est le pilotage avion. Ok. Voilà. Et donc, juste avant le confinement, tout allait bien, les affaires allaient bien, tout était au beau fixe, et je me suis acheté un avion. Génial. Voilà. Et après, ça allait moins bien. Je savais pas si j'allais pouvoir le garder. J'ai tout fait pour. Je bosse 2 fois plus et je pense que ça devrait passer. Je vais finir de le payer bientôt. Mais bon. Et après, voilà, je suis un peu, je fonctionne au coup de tête. Je me suis acheté une maison dans un endroit incroyable où l'immobilier vaut hyper cher. Moi, j'ai fait une proposition sur une maison somptueuse 3 fois moins que le prix annoncé, et c'est passé. Ouais. Donc, là encore, le culot. Ouais. Donc oui, j'aime bien me faire de temps en temps, après, il y a des petits plaisirs, mais qui sont liés au travail aussi. Mais j'aime bien voyager, découvrir des saveurs, de nouveaux produits. Et qu'est-ce que ça vous procure de voler, de partir en avion, de décoller? C'est la liberté. Ouais. C'est la liberté, quand on vole, il faut être très concentré sur ce qu'on fait, très concentré sur sa machine, il faut beaucoup d'humilité, même si c'est un avion qui est très, très bien équipé, avec pilotage automatique, tout ce qu'on veut, une assistance pour la sécurité qui est assez importante, mais voilà, on sait que si on tombe, ça peut faire mal. Ouais. Ça fait souvent très mal. Donc vous décollez d'à côté de Balma, c'est ça? À la Sbord. Ouais. Qui est un aéroport de tourisme, je pense. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et là, je peux aller dans mon Gers natal, je peux aller vers la maison dont je vous parlais. Ouais, c'est pas un secret, tout le monde le sait. J'ai une maison à Ibiza, cette fameuse maison que j'ai achetée sans en avoir les moyens. Hein. Okay. Parce que je suis sûr que l'idée de beaucoup de personnes qui vont écouter, c'est de se dire, il va pas se plaindre lui, quoi. Il s'est acheté une maison à Ibiza. Quand j'ai acheté la maison à Ibiza, j'y suis allé d'abord à contre-cœur à Ibiza la première fois. Et puis, on a des clichés en tête, on a des a priori. Et finalement, j'ai découvert quelque chose de très différent parce que c'est aussi une île très sauvage. Enfin bon, bref. Ouais. Ça correspondait à ce que j'aimais. Je suis allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En vacances, comme ça, l'été, c'est pas très loin. Les voyages sont pas très chers. Bon. Et puis, je me suis posé la question de savoir où j'aimerais passer mes jours, peut-être, à la retraite. Et voilà, bon. Donc j'ai décidé Ibiza. Donc j'ai décidé d'acheter une maison à Ibiza. Ok, bon, bravo. Voilà, l'immobilier à Ibiza, c'est intouchable. Ouais. Et je visite une maison, après avoir visité des dizaines et des dizaines, et sans avoir l'argent nécessaire, j'en visite une, et je dis, mais qu'est-ce que c'est beau, j'aimerais ça. Et bien sûr, le prix était beaucoup trop élevé pour moi. Et là, j'ai fait une proposition indécente. C'est ce qui s'appelle un hold-up immobilier. Comme Pierrette, donc. Comme Pierrette. C'est ce qu'elle m'a transmis. En tout cas, ce jour-là, c'est une évidence. Et dans la journée, j'ai négocié la maison. Et quand ils m'ont dit oui, je dis, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas l'argent. Et qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai travaillé avec, c'est mon avocat à l'époque qui me fait rencontrer. Tout est possible. Et dans la semaine, un banquier que je ne connaissais pas a accepté de financer, parce que financer un bien à l'étranger, en fait, tout était compliqué. Oui, bien sûr. Et tout s'est enclenché. Ok. Tout a fonctionné. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est la plus belle affaire que j'ai pu faire de ma vie. Super. Génial. Et c'était improbable, tellement improbable. Et c'était quand? C'était en 2012. Ok. Qu'est-ce que, moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous feriez de différent dans votre parcours pro ou perso si vous aviez eu plus d'argent dès le début, si vous étiez né dans un milieu, je sais pas, mais j'imagine un milieu rural est plus modeste qu'un milieu autre peut-être. Et donc qu'est-ce que vous feriez différent si vous aviez évolué, grandi dans un milieu où on vous avait tout de suite donné de l'argent? Je peux pas dire parce que moi j'ai été élevé comme ça, donc j'ai pas eu d'envie
d'envie réfrénée, me disant, enfin, j'ai pas eu de regrets. J'aurais peut-être pas fait une maison comme ça, j'en sais rien, mais c'est pas ça le plus important. Oui. Je suis persuadé que la carrière que j'ai pu mener, elle est due à ma personnalité plus qu'à l'argent que j'avais. J'aurais eu plus d'argent. Ce qui est le plus important, c'est la personnalité de la personne. C'est pas ce qu'il a. Vous donnez la même quantité à deux cuisiniers différents, et ça je l'ai vu dans le passé. Certains avec des sommes incroyables n'arrivent pas à percer parce qu'il leur manque quelque chose, et d'autres avaient beaucoup moins. Et là j'ai des exemples aussi, font des merveilles. Donc je sais pas, non, je crois que honnêtement, j'ai pas de regrets sur ma vie professionnelle. Ok. Si on parle de la transmission, justement, est-ce que donc vous avez reçu une éducation qui est celle dont on vient de parler. Est-ce que vous avez donné une éducation différente aux 2 filles donc, que vous avez, une éducation différente de celle que vous avez reçue, une éducation de transmission? Forcément oui, parce que c'était pas dans le même univers. Ouais. Elles ont beaucoup voyagé, comme moi je changeais de région pour aller apprendre, que ce soit en Bourgogne, sur la Côte d'Azur. Je leur ai montré de beaux endroits quand même. Elles ont toutes connu l'île de Porquerolles, même si Camille doit pas en garder un grand souvenir, elle était toute petite. Déjà quand on est arrivé ici, elle avait... donc c'était il y a 30 ans, oui, elle avait 1 an. Un truc comme ça, quoi. Donc, oui, Porquerolles, elle devait avoir, je sais pas, 2-3 mois quand on a... Donc, mais on a parcouru comme ça quelques régions de France. Elles ont été élevées dans une cité, une grande ville. Et j'ai 2 filles qui sont... Le plus dur des métiers, c'est celui de l'éducation, avec la transmission. Et on s'aperçoit qu'au final, on a des résultats très différents, quoi. Vous en fournez 2 madeleines et elles ne sortent pas de la même façon. C'est incroyable, avec des envies, des affinités très différentes. Et tant mieux. Là aussi, ça montre qu'il y a une vraie personnalité. Donc on a pu générer ça chez elles. Et l'important, c'est qu'il y ait une bonne entente au final. Okay. Et que cette famille continue, même s'il y a eu des bouleversements, que je ne suis plus avec leur maman, mais on s'entend très bien quand même. Et voilà, la famille a un vrai sens. Et pour moi, comme je le disais en préambule, c'est peut-être la chose la plus importante de ma vie. Après, donc forcément, l'éducation... elles ont rencontré des choses, et elles ont vu des choses de par mon métier complètement incroyables, dans des univers où quelquefois il y a beaucoup d'argent. On a pu faire des choses folles, choses que moi j'avais pas touché du doigt quand j'étais jeune. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je sais pas, j'espère qu'en tout cas elles sont satisfaites de l'éducation et de toute la transmission que j'ai pu et qu'on a pu, parce que Françoise, leur maman, a aussi bien sûr contribué énormément à éduquer les filles. J'espère qu'elles sont aujourd'hui conscientes qu'elles ont eu quand même un bon patrimoine, mais dans le sens irrationnel, dans le sens des valeurs humaines. J'espère qu'on leur a transmis et qu'elles sont satisfaites de ça. Voilà. Ok. Dernière question, ou avant-dernière. La cuisine, c'est à votre niveau, ça demande beaucoup de créativité, ça demande de la rigueur, vous le disiez. Et à quel moment l'argent, qui peut un peu biaiser les choses, à quel moment l'argent impose des choses, ou est-ce que vous vous réfrénez dans la créativité justement de votre cuisine parce que vous dites par exemple je peux pas servir ce plat, ça va être trop cher, ou est-ce qu'il y a un biais à un moment donné dans ce que vous faites à cause de l'argent? Il y a une vieille expression qui est pas très jolie, qui dit il faut jamais péter plus haut que son cul, mais c'est pareil, quand vous faites une maison comme ça, vous savez que vous n'allez pas
vous jouez pas sur le terrain des palaces parisiens ou qui appartiennent aux Qataris ou je ne sais rien, où l'argent est très facile. Moi, quand je mets un verre comme celui que vous avez devant vos yeux, ce verre, il vous parle pas comme ça. Vous pouvez le trouver beau ou pas beau. C'est fait par des artisans verriers à Tokyo. Oui. Bon, donc ce verre, il a une valeur réelle. Oui. Mais j'ai eu envie de faire cet effort parce que ça me parle, parce que le Japon, j'y suis allé une douzaine de fois, que j'aime leur culture, et je suis prêt à... Voilà, c'était important pour moi de pouvoir mettre un petit peu d'argent, mais toujours à la hauteur de mes possibilités. Oui, si j'avais 3 millions de plus sur mon compte, je ferais certainement des choses que je n'ai pas pu faire. Est-ce que c'est si important que ça? J'en sais rien, je ne sais pas. Moi, ce qui est important, quand les gens viennent ici, déjeuner ici, c'est qu'ils fassent « waouh, c'est bon » et j'ai des émotions. Et c'est pas parce que je vais leur mettre un cristal de baccarat à la place d'un verre fait par des artisans japonais qu'ils vont avoir ou ne pas avoir cette émotion. C'est l'accueil qu'on va leur faire par des hommes, par mon directeur de salle, par toute l'équipe. C'est la cuisine qu'ils vont recevoir et où je mets qui je suis. La cuisine, c'est un moyen c'est une page d'écriture. On raconte une histoire, c'est un moyen d'expression. Et s'ils la ressentent, s'ils ont de l'émotion, quand on vous dit, vous savez, où j'ai vu des gens, pour X raisons aussi, par le fait que je passe à la télé, autres, quand vous arrivez, des gens qui ont la larme à l'œil, vous dites, ce moment, ils vont s'en souvenir. Parce qu'on a créé quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent. Ok. Voilà. Super. Dans une ancienne vie professionnelle, j'étais amené à rencontrer des personnes pour les conseiller. Et la première question qu'on leur posait, c'était un peu déstabilisant pour elles. C'était pour vous, avoir de l'argent, ça veut dire quoi? Donc, elles s'attendaient à ce qu'on leur parle de leur patrimoine et elles étaient obligées de prendre du recul et de réfléchir, d'essayer de mettre une valeur justement derrière l'argent. Et moi, c'est la question que je vais vous poser. Et on avait des personnes qui nous disaient la liberté, parfois la puissance. Moi, avoir de l'argent, pour moi, c'est être puissant. Et c'est propre à chacun. On n'était pas là pour juger. Pour d'autres, la sécurité. Pour vous, avoir de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir de l'argent, qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que j'estime ne pas avoir d'argent, même si je ne suis pas défavorisé et j'ai construit quelque chose. Une fois de plus, je suis parti de rien, dans 15 000 euros. Si j'avais de l'argent, je voudrais m'assurer que mes enfants récupèrent au maximum, leur maximum de ce que je pourrais leur donner. Donc, je sais pas, j'irais peut-être le planquer quelque part, parce qu'à force d'être taxé... À Ibiza, donc? Non, mais je sais pas, mais voilà. Après, moi, cet argent, il y a cette notion d'âge, j'ai quand même 63 ans, je sais que ça sent un peu le sapin, c'est pas fini, j'ai encore plein de choses à faire, mais bon, faut pas rêver, quoi. Un homme, quand il arrive à 80 balais, c'est pas mal. Bon, 90, c'est bien, mais ça peut être aussi 70, même 60. Alors, les 60, je les ai déjà. Donc, il y a déjà des warnings. Donc, il faut être lucide de ça et essayer de... Je vous dis, moi, une des tâches sur lesquelles là, je me concentre aujourd'hui, c'est sur cette transmission patrimoniale parce que c'est tellement complexe. Ouais. C'est tellement complexe. C'est marrant, on a l'écho de... Oui, on entend votre chef de salle, j'imagine. Oui, mais on entend même la cuisine. Donc cette notion de transmission, alors il se trouve que mon gendre fait le même métier que vous. Ouais, d'accord. Donc on y travaille dessus. Je fais faire des études et j'essaie de voir pour agir, pour pas que la notion de transmission devienne cauchemardesque pour elle. Okay. Parce que ça peut vite le devenir. Oui. C'est vrai, et je le confirme, je l'ai déjà rencontré, en effet. Donc voilà, et il faut s'attaquer. Après, voilà, non, j'ai pas besoin... Honnêtement, si j'avais une quantité d'argent là, qui arrivait comme ça du ciel, j'y compte pas trop dessus. Parce que du ciel, je regarde tous les jours, mais j'ai rarement vu des billets tomber. Je crois que je m'achèterais un avion un peu plus gros. Ok.
bon, on va dire bilan carbone, tout ça, mais ce sont des petits avions qui ne polluent pas beaucoup. Et voilà. Mais le plaisir de pouvoir partir à 5 ou 6 et d'avoir un avion un peu plus gros pour ça. C'est tout. Voilà. Sinon, je suis pas mal. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ok. Michel Saran, merci beaucoup. Je vais vous poser la dernière question que je pose à chaque fois et vous n'êtes pas obligé de répondre ou pas tout de suite. En général, je demande aux personnalités que j'interviewe si elles ont des personnes à me conseiller, des personnes que je pourrais appeler de leur part à interviewer. Vous avez le droit de me dire Thomas Pesquet, comme Jamy m'a répondu. J'ai essayé de le joindre et il n'a jamais répondu. Antoine Dupont. Antoine Dupont, le rugbyman. Bah oui. Je peux l'appeler de votre part? Bah oui. Ok. Vous verrez bien. Ouais. Bon, bah, écoutez. C'est un homme, là vous n'allez pas l'avoir parce qu'il est aux États-Unis. J'ai vu qu'il était hier ou avant-hier, il était avec LeBron James. C'est lui aussi, il est issu de cette ruralité, alors pas gersoise, c'est Haute-Pyrénées, mais c'est à la limite. Mais il a ses valeurs que je retrouve, parce que je pourrais vous dire aussi. Il y en a plein qui rayonnent. Big Flo et Oli. Oui, qui sont toulousains également. Qui sont toulousains, les Chevaliers du Fiel, enfin, tous ces gens-là, on se connaît tous. Et en toute humilité, je trouve qu'on a un point commun, et justement, c'est l'humilité. Oui. On sait d'où on vient, et on est très modeste par rapport à ça. Antoine, qui est stratosphérique dans ce qu'il fait, qui a connu une enfance difficile puisque son papa était très malade et il est décédé il y a 1 an ou 2. Antoine, il a des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Mais aujourd'hui, c'est Dieu, c'est le Dieu du rugby. J'ai jamais vu quelqu'un jouer comme lui. Ouais. Ok, voilà. Super. Bon, je vais prendre son 06 en partant. Ah non, je ne vous le donne pas. Je peux pas. Ça, c'est... Là, vous avez trouvé que je manque cruellement d'humilité pour le coup. Mais on ne donne pas les 06. Parce que... moi, des fois, j'ai des gens qui m'appellent. Mais je dis, mais comment vous avez eu mon numéro, quoi? Oui, machin. Bon... je les donne pas. Sinon, lui, il va être harcelé, quoi. Ouais, j'imagine. Okay. Mais aujourd'hui, on peut contacter. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on peut contacter tout le monde avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Moi, je reçois des messages, que ce soit Insta, Facebook, machin truc. On peut plus vivre caché. Hein. Ok. Bon, alors je l'appellerai, je le contacterai via Instagram. Merci beaucoup, Michel. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.